que nous recevons dans la salle des profs dans la deuxième partie, M. Diagne Sakura, vous le connaissez désormais dans la salle des profs de la télévision Futur Média. M. Diagne, à vous, nous déroulons le tapis rouge pour vous et j'imagine vous revenez avec un énorme plaisir un dimanche matin afin de partager avec les apprenants, les enfants et c'est toujours avec un réel plaisir, on imagine. Merci, merci. Et c'est toujours un plaisir partagé de retrouver cela. Auparavant, voilà, toujours les gestes. Nous rendre sain pour éloigner cet indésirable qui est parmi nous pour qu'il reparte. Il commence à trop durer. Et on souhaite vraiment qu'il parte. Sans vergogne. Voilà, monsieur. Franchement, personne ne vous a reçu, personne ne vous a dit salam alaikum et vous continuez de rester. Il faut être lui pour le faire. Je ne vais même pas dire son nom, parce que le nommer, c'est l'aider à exister. Laissons-le là-bas. Il partira un jour. Il partira, j'espère bien. Et je disais qu'on va travailler la méthodologie du commentaire suivi, qui est un exercice aussi très open et très accessible, qui peut vous permettre vraiment de gagner beaucoup de points. C'est l'un des exercices présents au bac. Et n'oubliez pas, le texte que vous devez commenter, dont vous allez faire le commentaire suivi, est le même sur lequel porte le commentaire composé. Donc, c'est pratiquement les mêmes exercices qui se font sur un même texte. Le choix est fait et il y a souvent des élèves qui ne précisent pas la méthodologie qu'ils ont choisie. Donc, prenez soin de dire si vous faites commentaire suivi ou commentaire composé, car au bac, les deux méthodologies portent sur le même texte. La méthodologie, c'est celle du commentaire suivi qu'on va faire sur un texte de Charles Baudelaire. Et le texte qu'on a choisi est un texte charnier. Je l'appelle un poème manifeste. Alors, les gars, chaque auteur a un poème. Et ce poème-là, il est déterminant dans sa production. Dr Massamba demande qu'on vous encourage à lire les œuvres intégrales. D'accord, souvent, les gens prennent la poésie comme un genre hermétique, complexe, difficile à comprendre. Mais quand même, chaque auteur a ce que je pourrais appeler un poème manifeste. Et ce poème manifeste, le maîtriser aide beaucoup à comprendre la démarche de l'auteur dont il est question. Et l'auteur dont il s'agit aujourd'hui, c'est Charles Baudelaire. Et ce poème charnier dont on va parler est l'Albatros, voilà, très connu de tout le monde, voilà, sur lequel on va faire notre méthodologie. Je dirais que c'est un poète français, symboliste de la seconde moitié du 19e siècle. Il est très accessible. Et son unique recueil connu de vous tous, Les Fleurs du Mal, et contient ce poème, l'un des plus célèbres de sa production, avec correspondance, qui sont ses poèmes charniers. Je le répète, chaque poète a un poème qui est une sorte de résumé de sa vision de la poésie. Et celui-là fait partie des poèmes qui aident le mieux à comprendre Charles Baudelaire, l'Albatros. Il est très facile, il est très accessible et nous allons lui appliquer cette méthodologie qui existe au bac, celle du commentaire suivi. Et je le répète, l'objectif de cette émission, c'est de vous accompagner à avoir la moyenne, et je dis à partir de 14. C'est très possible, les gars. La littérature en terminale, ce n'est pas une affaire de série, ce n'est pas une affaire de scientifique ou de littéraire, c'est juste une démarche appliquée à un texte qui porte sur des problématiques que nous connaissons, qui sont des problèmes humains, car nous ne cesserons de le répéter. Le thème central de toute littérature, c'est l'homme, alors que tous les humains sont frères. Comme dirait le poète, « Ah, toi qui crois que je ne suis pas toi, quand je parle de moi, je parle de vous. » Donc, c'est très facile. Et ce poème, commençons par le lire, l'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros. Vastes oiseaux des mers qui suivent un lent compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. Le n'agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Très beau poème. Alors, de prime abord, inspecteur aurait dit, on a un texte narratif. C'est le récit d'une histoire. Donc, je vous mets dans le contexte. Où se passe l'histoire racontée? Il se passe, avons-nous dit, sur un navire.
donc en pleine mer, et qui sont les protagonistes de cette narration. Il y a les hommes d'équipage et il y a celui qui raconte, c'est-à-dire le narrateur, le poète Charles Baudelaire qui est présent. Et de quoi il nous parle? En plein voyage en mer, il est témoin d'une chose. Il s'agit de quoi? Les navires, les hommes d'équipage, c'est-à-dire les marins qui sont sur le bateau, ont capturé un albatros. Et qu'est-ce qu'ils font de cet albatros? Ils vont s'amuser avec. Et cet amusement-là, voilà, prend des tournures à la limite sadique, malheureuse pour l'oiseau, difficile. Mais on verra vers la fin du poème que le poète compare la situation malheureuse dans laquelle se trouve l'oiseau à celle du poète et établit une comparaison qui contient même le sens du poème. Alors, pour ce qui est du vocabulaire, l'albatros, c'est un oiseau palmipède des mers australes, l'un des plus grands. Voilà, il peut mesurer jusqu'à 3 mètres d'envergure. Il est de couleur blanche et ils suivent les bateaux. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau qui se nourrit des restes jetés par les marins. Il plane, vient le prendre. Et c'est un oiseau qui peut voler pendant des jours sans se poser sur terre parce qu'il utilise les courants ascendants. C'est un oiseau planeur du fait de la grandeur de ses ailes qui deviendront même un handicap, nous le verrons dans le texte. Et qu'est-il arrivé à cet albatros? Il est pris, voilà, prenne, qui donne le participe passé pris, synonyme de capturer. Il est capturé par les marins. Et que font ces marins? Ces albatros, ils suivent indolents, ils ne sentent pas. Indolent veut dire qu'ils ne sentent pas la douleur. Et compagnon de voyage, je vous l'ai dit, il semble accompagner le navire dans son long voyage. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit des résidus que jettent les marins par-dessus bord. Donc c'est un compagnon de voyage. Et ce compagnon de voyage suit le navire. Mais à peine les ont-ils déposés sur les planches, alors il a pour antécédent l'albatros. C'est l'albatros qui est déposé. Déposer quelqu'un veut dire le faire tomber, un mouvement du haut vers le bas. On l'a déposé, par exemple, c'est le vocabulaire qu'utilisaient les journalistes quand un chef d'État avait un coup d'État. On dit que tel président a été déposé par l'armée. Ils ont déposé l'oiseau sur terre et ils l'ont déposé sur les planches. Alors là aussi, nous le disons, en poésie, nous ne cessons de le rappeler. La manière de dire est plus importante que ce qui est dit. D'où cette nécessité pour vous de maîtriser certains procédés de style. Par exemple, les planches désignent le bateau. Voilà. La partie pour le tout, c'est ce qu'on appelle en français, en littérature, une synecdoque. Vous avez une synecdoque pour désigner le bateau. Et c'est roi de l'azur désigne l'oiseau. Voilà. Parce que l'azur, c'est l'horizon, le ciel. Parce que quand tous les oiseaux sont à l'horizon, de loin en mer, on ne voit que l'oiseau, on ne voit que l'albatros. Il est le roi, c'est lui qui règne. Du fait de sa grandeur, il est très visible. Donc, c'est lui le roi de l'azur. Mais une fois sur terre, il est maladroit, il est honteux, et il laisse piteusement ses grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Donc, l'oiseau est déposé. Au ciel, il est roi, mais sur terre, ce qui fait sa majesté, c'est-à-dire ses ailes, deviennent un fardeau lourd pour lui, et il traîne à côté d'eux. Le mot aviron signifie une pagaie, synonyme de rame, c'est-à-dire cet outil qui permet à la motricité des objets flottants. Bien, ce voyageur, elle est. Comme il est gauche et veule. Gauche veut dire maladroit, veule veut dire qu'il manque de volonté, paresseux. Lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. Naguère, c'est tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, il était beau. Qu'il, c'est le présent, il est devenu laid. Alors, comment on appelle ce rapport qui existe entre ces deux adjectifs, beau et laid? L'inspecteur aurait dit que c'est des antonymes, des contraires. L'albatros qui était tout à l'heure beau, voilà qu'il est devenu laid. Et le naga son bec avec un brûle-gueule, c'est un des marins. Un brûle-gueule, c'est une pipe tellement courte qu'on a l'impression qu'elle va brûler la bouche de celui qui la fume. Alors c'est un peu sadique, voilà, tirer sur un brûle-gueule et le mettre sur le bec d'un oiseau, c'est ce qu'on appelle un amusement sadique. L'adjectif sadique dit signifie quelqu'un qui éprouve du plaisir à faire du mal. C'est vraiment une distraction qu'on peut qualifier de sadique. L'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Mimer veut dire imiter à des fins de moquerie. Par exemple, l'humoriste de la TFM, Koutia, utilise beaucoup les mimes pour tourner en dérision certaines personnalités de notre paysage politique. L'autre mime en boitant l'infirme qui volait.
Donc, vous voyez les jeux de mots. L'albatros est un infirme. Un infirme veut dire quelqu'un qui manque de motricité. Mais c'est un infirme qui ne sait pas marcher. Infirme veut dire qu'il n'a pas la capacité de marcher, mais qui vole. Or, sur le plan de la motricité, le vol est supérieur à la marche. Lui ne sait pas marcher, mais il sait voler. Et maintenant, face à ces grands événements, le circuit du poème vient, le poète compare sa propre situation à celle de l'oiseau et établit une comparaison. Voilà, l'expression est semblable, est un terme comparatif qui a le même sens que comme, qui a le même sens que est pareil. Le poète est comme le prince des nuées, le poète est comme l'albatros. Cet albatros qui hante, qui fréquente, du moins qui t'y hante, je te dirais qui tu es. La tempête et ce rire de l'archer. Se rire de quelqu'un, c'est se moquer de quelqu'un. L'archer, c'est un tireur avec un arc qui peut atteindre n'importe qui. Mais des hauteurs sur lesquelles évolue l'albatros sont tellement élevées qu'aucun arc ne peut le toucher. Alors, on a dit que le poète se compare à l'albatros. Or, qu'est-ce que c'est que la comparaison? C'est une démarche littéraire qui consiste à mettre en parallèle, en comparant et en comparer pour sortir une similitude. Alors, quelle est la similitude qu'il y a ici entre le poète et le prince des nuées? C'est que tous les deux sont des exilés. C'est le mot clé. Qu'est-ce que c'est qu'un exilé? C'est une personne qu'on a contraint à vivre hors de son vrai environnement. Donc, ils sont exilés sur le sol, au milieu des huées. Des huées, ce sont des cris hostiles. Ouh, en bas, il est nul, il est médiocre, il est ivre, il est fou, etc. C'est des cris hostiles de moquerie. Alors, ils sont tous les deux exilés au milieu des huées et ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Parce que l'albatros ne peut pas marcher. Pourquoi il ne peut pas marcher? Parce que ses ailes sont tellement grandes et l'empêchent de bouger. Lui qui est fait pour le vol, il n'est pas fait pour la marche. Ça, c'était juste l'explication linéaire pour raconter, pour que vous compreniez un tout petit peu l'histoire dont il est question dans ce poème. Mais un poème, avait dit Hugo, c'est un mystère dont on doit trouver la clé. C'est ça qui fait le charme de la poésie. Et donc la méthodologie qu'on va appliquer à cette explication, c'est celle du commentaire suivi. Et les gars, je vous le répète, vous avez 4 heures de temps. Vous avez suffisamment de temps pour vous calmer, réfléchir, bien travailler votre texte, la présentation, qui a des points qu'on peut gagner là-bas, et séduire vraiment celui qui va corriger votre copie et vous retrouver avec une bonne note. Ce ne sera que ça qui fera que ce qu'on fait aura du sens et tout le monde sera content, vos parents et vous-même, d'avoir réussi à votre examen, ce qui n'est pas un exploit, mais qui est le résultat logique de votre démarche depuis la seconde. Alors, on n'a pas fait la seconde, la première et la terminale pour aller sauter de joie pour dire que j'ai réussi à mon bac. Le contraire, je le dis bien, on n'est pas là pour vous enseigner à ne pas réussir. On est là pour que vous réussissez. Alors, l'examen, c'est comme un match de foot. On y va pour le gagner. Allez, on s'en marque, les gars. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on soit comme Sadio Mané, qu'on remporte des victoires. Voilà. Donc, c'est très facile. On l'avait fait une fois, on le répète. Et donc, dans ce type d'exercice, il y a 3 parties que vous avez bien maîtrisées. Il y a une introduction, une grande partie qu'on appelle le commentaire des détails, et enfin, votre conclusion. Et nous avions dit que dans l'introduction, comme toujours, commencez par présenter votre texte. Présenter un texte, il est très facile. Nous l'avions dit. On parle du titre, on parle de l'auteur, on parle de la date de publication. Donc je dirais que ce poème, intitulé par l'Albatros, est écrit par Charles Baudelaire, poète symboliste français du XIXe siècle. Il est extrait de son recueil Les Fleurs du Mal, publié en 1861. Ça, si quelqu'un n'arrive pas à le faire, il aura des comptes avec moi. Ça, c'est clair. Et maintenant, on l'avait dit, n'importe quel texte, c'est la méthodologie. On présente le texte par rapport à son titre, son auteur, l'année de publication. Tac, tout le monde doit pouvoir le faire. Voilà. Des éléments que nous pouvons retrouver sur le texte même. Absolument. Le paratexte accompagne tout le temps le texte. Et maintenant, on passe à l'idée générale. Nous le répétons. L'idée générale, c'est dire ce dont parle le texte. On le trouve en se posant la question de quoi s'agit-il dans le texte. Mais
Si on demande l'idée générale à des élèves de l'école primaire, il y aura des problèmes. Ils vont se dire, waouh, qu'est-ce que monsieur veut dire? C'est quoi idée? C'est quoi général? Mais vous savez comment l'instituteur lui fait? Il donne un texte. Il va dire, il faisait 17 heures quand l'arbitre siffla le commencement du match. Alors, sur un centre venu de la droite, l'attaquant de Manko marqua le premier but. Malgré tous leurs efforts, les joueurs de Jaxaay n'arrivèrent pas à égaliser. Et l'arbitre siffla à la fin du match. Et il dit aux élèves, donnez un titre au texte. Est-ce qu'ils vont dire au bord de la plage? Non, ils vont dire au stade, où il y a le match de foot, quelque chose comme ça. Donc, on trouve l'idée générale d'un texte en se posant la question de quoi s'agit-il dans le texte, ou bien même, donner un titre au texte. Voilà, l'idée générale, c'est de donner un titre au texte et de dire en une phrase ce dont il s'agit. Donc, dans ce poème, Baudelaire, témoin d'une capture d'albatros, nous rend compte de cette situation avant de comparer la situation malheureuse de l'oiseau à celle du poète. C'est aussi bien que ça. Le texte est clair. La scène se passe sur un bateau. Voilà. Baudelaire voyage. Il va à l'île Maurice. Et sur le bateau qui l'amène, il voit le sort que les marins réservaient aux albatros capturés. Écrivain symboliste français, il compare la situation malheureuse de l'oiseau à celle du poète en particulier et de l'artiste en général, incompris dans une société. C'est très facile ce poème, il est très accessible. Et maintenant, arrive la partie où l'on donne les différentes parties du texte. Nous le répétons. Après l'idée générale, on divise le texte en un certain nombre de parties. Et à chaque partie, on donne un titre. C'est voir comment fonctionne le texte. Et là, je peux avoir deux parts. Et en général, les gars, je vous propose, chaque texte que vous avez, essayez d'avoir au maximum 3 parties. Au maximum 3 parties. Ne dépassez pas 3 parties. Donc, on peut dire que notre poème, quelqu'un dira, s'articule autour de 2 parties. Quelqu'un peut dire, première partie, les souffrances de l'oiseau. Deuxième partie, deuxième strophe, comparaison avec le poète. Un autre dira, première partie, première strophe, les circonstances de la capture. Deuxième partie, les souffrances de l'oiseau. Troisième partie, comparaison de l'oiseau avec le poète. Donc, je vous le dis, la littérature, ce n'est pas comme les mathématiques, où on a un résultat final sur lequel tout le monde doit se retrouver. Non, le correcteur, il est là pour suivre un peu votre démarche explicative, pour voir que vous avez compris le texte et que vous l'avez aidé à le comprendre. Quand vous allez à l'examen, dites-vous que le correcteur, il ne comprend rien. C'est moi qui dois l'aider à comprendre. Alors, si vous l'aidez à comprendre, vous avez la moyenne. Et cette compréhension, cette démarche explicative a une méthodologie, et c'est cette méthodologie qu'il faut appliquer. Et maintenant, nous l'avons dit, la poésie aussi, c'est vraiment un langage fleuri. Et ce langage fleuri contient des procédés que vous devez maîtriser pour les mettre dedans et rendre votre explication beaucoup plus chatoyante et séduisante. Par exemple, de dire que les hommes d'équipage, c'est les marins. Mais le poète n'a pas préféré dire les marins, il a préféré dire les hommes d'équipage. Alors, comment on appelle ce procédé? Qui fait que, bon, au lieu de dire M. Youssou N'Dour, je vais dire le roi du Mbalax. Au lieu de dire le lion, je vais dire le roi de la forêt. Voilà. Au lieu de dire docteur Massamba, je vais dire le concepteur de salle des profs. Comment on appelle ce procédé? À la place d'un nom précis, on utilise des expressions pour le suggérer. Au lieu de Monsieur Macky Sall, je dirais le président de la République. Ça s'appelle une périphrase. Or, notre texte est plein de périphrases. Les hommes d'équipage pour dire les marins, voilà. Les indolents compagnons de voyage, c'est l'albatros. Roi de l'azur, c'est l'albatros. Voilà. Et voyageur ailé, c'est toujours l'albatros. Oui. L'infirme qui volait, c'est toujours l'albatros. Et prince des nuées, c'est toujours l'albatros. Donc, dans le poème, on voit qu'il y a une profusion, il y a beaucoup de périphrases pour désigner l'albatros. Or, si nous relevons ces périphrases, nous voyons bien, donc l'albatros, c'est lui qui est le roi de l'azur, c'est lui le prince des nuées. Hey, comment est-ce que vous qualifiez ces périphrases? Sont-elles péjoratives ou mélioratives? Péjorative veut dire avec du mépris. Méliorative, c'est dire avec admiration. Alors, un roi, un prince, admiration ou mépris? Admiration.
l'albatros est un roi de l'azur. C'est lui le prince des nuées. C'est lui le roi des oiseaux. Mais une fois capturé et sur terre, il perd cette majesté. Mais réellement, est-ce que l'oiseau est vilain? Est-ce que tous ces attributs, en un moment, ont basculé vers les négatifs? Le roi est devenu maladroit. Le roi est devenu honteux. Le roi, ce qui fait sa majesté, ses ailes, deviennent un poids très lourd pour lui. Voilà. Et donc, ce voyageur, et les périphrases pour le dire, encore toujours l'oiseau, il devient maladroit, il devient paresseux, il devient comique. Comique veut dire dont on peut se rire, qui est malheureux. Donc, c'est vous dire que ce poème est très facile. Donc, en le commentant, vous allez parler des circonstances de la capture. Ensuite, vous parlez de la situation malheureuse de l'oiseau. Voilà, le satire avec Y, c'est-à-dire les malheurs qu'il vit. Enfin, sa comparaison avec le poète. Et souvent, il y a un secret en poésie. Le dernier vers est appelé la chute. Et la chute est, dans un poème, ce que le dard est pour un scorpion. Souvent, il comprend tout le sens du poème. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Tout est dit. Il y a une distorsion entre les instruments et les verbes. Regardez bien. Des ailes, ça sert à voler. Tandis que marcher, c'est plutôt des pieds. Donc, si Dieu avait voulu que l'albatros marche, il ne lui aurait pas mis des ailes, mais il lui aurait mis plutôt des pieds. Donc, ici, le poème est un prétexte pour poser la problématique d'un sujet que l'on voit aussi en dissertation, c'est-à-dire la place des artistes dans la société, leur marginalité, les moqueries dont ils sont victimes dans la société du fait de leur incompréhension par les autres. L'albatros n'est pas malheureux, l'albatros n'est pas maladroit, l'albatros n'a pas perdu sa majesté. C'est que juste, il s'est retrouvé dans un environnement qui n'est pas le sien. Et le poète aussi compare la situation de tous les artistes, de tous les poètes qui sont mal compris par une société, qui se moque d'eux parce que juste ils sont dans un univers que les autres n'ont pas encore atteint. Celui qui se moque de toi, c'est celui qui est derrière toi. Et donc, ce poème est un palimpseste qu'on voit partout dans la chanson. Vous le voyez, cette partie, on le retrouve dans un morceau célèbre au Sénégal qui s'appelle Fly On, où le chanteur dit que le poète désigné à travers le terme de Wolof Ndaanaan bi dafa mel ne picc bu nekk ci suuf. Faut que ça s'envole pour que tu puisses admirer toute sa beauté, mais sur terre, personne ne le reconnaissait. Monsieur Idrissa Diop, je crois, qui chante ça, Fly On. Et Siegel, en anglais, la terminologie est très présente. Donc, je répète, vous récapitulez le gars, c'est très facile. Ce poème intitulé L'Albatros est écrit par Charles Baudelaire, poète symboliste français du 19e siècle. Donc, en allant en voyage, il assiste à malheureux sort que les marins réservaient aux albatros. Écrivain symboliste français, il compare la situation de l'oiseau à celle du poète. Ça nous a valu ce poème qui pose la problématique de la place de l'artiste dans la société. C'est très facile, les gars. Appliquez cela et ayez votre moyenne et réussissez à votre bac. Merci beaucoup. 100% examen dans la salle des profs et à l'école, c'est bien possible. Ici, en tout cas, admiration devant votre présentation, comme quoi la poésie est un tout petit peu le reflet de notre société. Autrement dit, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.